Une image. Granuleuse, floue, mais d'une clarté glaçante. 3 jeunes femmes. Un sourire éphémère. Puis, le vide. Lisbonne, 1998. Ce qui devait être une simple escale se transforma en un chapitre sombre et inexpliqué de l'histoire. 3 hôtesses de l'air s'évaporèrent dans la nuit, laissant derrière elles un mystère qui allait défier le temps. Mais avant de plonger au cœur de cette énigme, dites-nous, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez un commentaire ci-dessous. C'est ainsi que tout a commencé. C'était une nuit d'octobre 1998. L'air de Lisbonne, encore doux pour la saison, portait les murmures habituels d'une ville qui ne dort jamais tout à fait, même après minuit. Pour les passagers et l'équipage du vol 317 de la compagnie française, en provenance de Paris et à destination de Rio de Janeiro, cette escale dans la capitale portugaise n'était qu'une étape de routine, une pause mécanique dans le grand ballet des traversées transatlantiques. Une nuit à l'hôtel, quelques heures de repos, et le lendemain, la suite du voyage. Parmi l'équipage de cabine, 3 jeunes femmes se distinguaient par leur vitalité et leur complicité. Claire Dubois, 24 ans, était l'incarnation de l'esprit voyageur. Ses yeux pétillaient à l'idée de chaque nouvelle ville, chaque nouvelle culture. Exubérante et volubile, elle trouvait toujours un mot pour détendre l'atmosphère, une anecdote pour égayer une conversation. Sa passion pour les découvertes était palpable, et elle partageait cette soif de l'ailleurs avec une énergie communicative qui la rendait inoubliable pour quiconque la côtoyait. À ses côtés, Sophie Morel, 26 ans, affichait une assurance plus posée. Expérimentée, méthodique, elle était la voix de la raison du trio, celle sur qui l'on pouvait compter pour organiser, anticiper et, si nécessaire, protéger. Sa nature responsable la désignait souvent comme le leader naturel de leurs petites expéditions, qu'il s'agisse de trouver le meilleur restaurant local ou de s'assurer que toutes les formalités étaient en ordre. La plus jeune du groupe, Élodie Martin, 23 ans, était une novice sur les routes internationales. Chaque vol, chaque escale était pour elle une source d'émerveillement. Ses yeux, souvent grands ouverts, absorbaient chaque détail du monde qui s'offrait à elle. Enthousiaste et rêveuse, elle était l'élève attentive de Claire et Sophie, absorbant leurs conseils et partageant leur excitation avec une sincérité désarmante. Le 24 octobre 1998, peu après l'atterrissage du vol 317 à l'aéroport de Lisbonne, la procédure habituelle de l'équipage s'est enclenchée. Le transfert vers l'hôtel Miradouro, un établissement convenu, situé à une quinzaine de minutes de l'aéroport, s'est déroulé sans encombre. L'hôtel, de construction récente, était un lieu fonctionnel, conçu pour la logistique des équipages en transit, des chambres propres, un hall d'accueil modeste et la promesse d'un repos bien mérité. À 22h14 précises, Claire, Sophie et Élodie franchissaient le seuil des portes automatiques du Miradouro. Des témoins, d'autres membres d'équipage ou des employés de l'hôtel, se souviendront plus tard de leur arrivée. Leur conversation, légère et enjouée, emplissait un instant le lobby. Elles parlaient de la faim qui les tenait et de l'idée de commander quelque chose à manger, un geste banal après une journée de travail. Les clés de leur chambre leur furent remises. Un geste mécanique, répété des dizaines de fois chaque jour. Elles prirent l'ascenseur, leurs valises roulant derrière elles, et montèrent à l'étage qui leur était assigné. Les minutes suivantes furent consacrées au rituel d'installation, déposer les bagages, défaire une partie de l'uniforme pour enfiler des vêtements plus confortables, peut-être échanger quelques mots d'une chambre à l'autre, se promettant un repas en commun, qu'il soit livré à la chambre ou pris au restaurant de l'hôtel. L'obscurité de la nuit lisboète s'était maintenant pleinement installée, et avec elle, le calme attendu d'une escale. Puis, 1 heure plus tard, vers 23h30, les 3 jeunes femmes firent leur réapparition dans le hall. L'image est une preuve tangible, bien que le temps l'ait rendue moins nette. La caméra de surveillance du lobby, un équipement standard pour l'époque, a capturé leur descente. La séquence est granuleuse, ses contours sont imparfaits, mais les silhouettes sont distinctes. On y voit Claire, Sophie et Élodie, ensemble. Leur présence dans le hall à cette heure tardive n'a pas été expliquée publiquement. Ont-elles changé d'avis sur le repas? Attendaient-elles quelqu'un? Était-ce une simple envie de prendre l'air ou de profiter d'un service de l'hôtel? Les motivations restèrent floues, comme l'image elle-même. Ce que l'on sait, ce qui est enregistré et attesté, c'est ce moment précis, 23h30, le 24 octobre 1998, l'hôtel Miradouro, Lisbonne. 3 hôtesses de l'Air Française dans un hall d'hôtel. Cette image, capturée par un œil électronique muet, serait la dernière preuve visuelle de leur existence. Après cet instant, Claire Dubois,
Sophie Morel et Élodie Martin ne seraient plus jamais vues vivantes. Leurs traces s'effaceraient avec le matin, laissant derrière elles un silence assourdissant, un vide inexplicable. Le soleil du 25 octobre 1998 se levait lentement sur Lisbonne, peignant le ciel de teintes grises et rosées. Une nouvelle journée s'annonçait, porteuse de promesses pour la plupart, mais pour d'autres, annonciatrice d'un vide abyssal. À 8 heures du matin, comme prévu, la navette de la compagnie aérienne, un minibus blanc à l'allure fonctionnelle, se gara devant l'entrée principale de l'hôtel Miradouro. Son chauffeur, un homme d'une cinquantaine d'années habitué à la ponctualité des équipages, s'affaira à vérifier sa liste de noms. La plupart des membres de l'équipage du vol 317 étaient déjà descendus, leurs valises prêtes, leur visage affichant le mélange habituel de fatigue et d'anticipation pour la suite du voyage vers Rio. Cependant, 3 noms restaient non cochés sur sa feuille, Claire Dubois, Sophie Morel et Élodie Martin. Le chauffeur attendit quelques minutes, sa patience s'effritant à mesure que l'heure de départ approchait. Il demanda à un réceptionniste, le même qui avait accueilli les jeunes femmes la veille au soir. L'employé, indifférent, indiqua que personne n'était descendu. Une collègue, l'hôtesse de l'air principal, Madame Garcia, s'approcha, le visage empreint d'une légère inquiétude. La ponctualité était de rigueur, et l'absence des 3 jeunes femmes était inhabituelle, en particulier de la part de Sophie, connue pour son sens des responsabilités. Des appels furent passés vers leur chambre. Le téléphone sonna dans le vide, sans réponse. L'inquiétude monta d'un cran. Après une dizaine de minutes de vaines tentatives, Madame Garcia, accompagnée d'un autre membre d'équipage et du réceptionniste, se résolut à monter. Les cartes magnétiques des chambres furent utilisées. Ce qui fut découvert dans les chambres 214, 216 et 218 fut d'une nature profondément déconcertante. Les lits étaient défaits, mais les pièces étaient étrangement calmes, comme si leurs occupantes s'étaient volatilisées dans l'air. Les valises des 3 jeunes femmes étaient intactes, posées au pied des lits ou sur les porte-bagages, encore partiellement pleines d'effets personnels. Les uniformes de la compagnie, méticuleusement repassés pour le vol du jour, pendaient sur des cintres dans les penderies, leurs boutons brillant sous la lumière artificielle. Sur les commodes, les trousses de maquillage étaient ouvertes, leurs pinceaux rangés, des flacons de parfum à peine utilisés. Plus troublant encore, les documents de voyage, passeports, livrets de vol, cartes d'identité étaient là, posés bien en vue, tout comme leurs portefeuilles contenant de l'argent et leurs cartes bancaires. Il n'y avait aucun mot, aucune note, aucune indication. Rien qui puisse expliquer une absence volontaire. La scène était celle d'un départ imminent, soudainement interrompu, figé dans le temps. Ce constat brutal anéantit instantanément toute hypothèse d'une escapade impromptue ou d'une fugue. Les jeunes femmes n'étaient pas parties de leur plein gré. L'alerte fut donnée aux autorités portugaises. La Policia Judiciaria, le corps d'enquête criminelle, arriva rapidement sur les lieux. L'enquête, qualifiée de frénética par les médias de l'époque, démarra immédiatement. Les premières équipes de police inspectèrent les chambres, le hall, et interrogèrent le personnel de l'hôtel et les autres membres d'équipage. La bande vidéo de la caméra de surveillance du lobby fut rapidement saisie, révélant la dernière image connue de Claire, Sophie et Élodie à 23h30 la veille au soir. Mais très vite, les enquêteurs se heurtèrent à des obstacles majeurs, intrinsèquement liés à la localisation de l'hôtel Miradouro. L'établissement était situé dans une zone périphérique de Lisbonne, un dédale de galpos, entrepôts, de petits ateliers et de vastes stationnements de camions, parkings de camions. Ce secteur, vital pour la logistique de la région, était particulièrement actif la nuit, avec un va-et-vient constant de véhicules de fret. Malgré cette effervescence, la zone était étrangement mal surveillée. Les caméras de sécurité externes étaient rares, et celles qui existaient étaient souvent de mauvaise qualité ou mal positionnées, rendant la visibilité des alentours de l'hôtel quasi inexistante. Le terrain vague adjacent, recouvert de broussailles, offrait de nombreux points d'accès discrets. Au cours des premières heures de l'enquête, des témoignages émergèrent. Plusieurs chauffeurs de poids lourds et quelques ouvriers de nuit, interrogés dans les entrepôts voisins, rapportèrent avoir aperçu un fourgon blanc stationné à proximité de la sortie latérale de l'hôtel dans la nuit du 24 au 25 octobre, aux alentours de minuit 31h du matin. Ce véhicule n'était pas un fourgon de livraison habituel de l'hôtel. Son immatriculation était inconnue, et son conducteur n'avait pas été identifié. Malgré les recherches intensives lancées, le fourgon ne fut jamais retrouvé, s'étant apparemment fondu dans le flux incessant de véhicules commerciaux de la zone. L'absence de corps, de notes, d'indices probants en dehors de la vidéo du lobby, et la localisation ingrate du crime, plongèrent rapidement l'enquête dans un véritable cul-de-sac.
Les policiers sondèrent les environs, les terrains vagues, les zones industrielles abandonnées, sans succès. Chaque piste s'avérait être une impasse. L'affaire ne tarda pas à traverser les frontières portugaises. La disparition inexpliquée de 3 hôtesses de l'Air Française fit la une des journaux internationaux. Les gros titres s'étalèrent sur des pages entières, évoquant un mystère de Lisbonne, une énigme de l'aviation. Les spéculations allèrent bon train. Certains journaux parlaient de trafic humain organisé, exploitant la vulnérabilité des équipages en escale. D'autres évoquaient un enlèvement planifié, orchestré par des criminels aguerris. La théorie de la fuite volontaire, rapidement écartée par l'état des chambres, refit néanmoins surface dans certains tabloïds sensationnalistes, aux grandes dames des familles. Les autorités françaises, via l'ambassade, offrirent leur collaboration, mais les outils d'enquête transnationale de l'époque étaient limités. Sans corps, sans preuves matérielles concluantes, l'enquête s'enlisa. Les semaines se transformèrent en mois, puis en années. Les équipes d'enquêteurs furent réduites, les ressources réorientées vers d'autres affaires. Le dossier de Claire, Sophie et Élodie, épais de témoignages et de rapports d'expertise sans issue, fut progressivement archivé, devenant un col de case. Pour les familles des jeunes femmes, ces 2 décennies furent un purgatoire. Elles vécurent dans un état de deuil ambigu, sans pouvoir faire leur adieu, sans réponse. L'incertitude planait, pesante, nourrissant des espoirs fugaces et des désespoirs abyssaux. Chaque appel téléphonique, chaque nouvelle à la télévision ravivait la plaie, avant de la laisser se refermer sur le même vide. L'affaire Claire, Sophie et Élodie resta une blessure ouverte, un murmure persistant dans les couloirs du temps, une énigme que Lisbonne semblait avoir gardée pour elle. Et c'est dans ce silence assourdissant que la vie a continué, indifférente au drame, jusqu'à ce qu'un événement imprévu vienne, bien des années plus tard, briser cette tranquillité. 20 ans. 20 ans de silence avaient pesé sur le mystère de Lisbonne, 20 années durant lesquelles les noms de Claire, Sophie et Élodie n'étaient que des échos lointains, des dossiers jaunis dans les archives de la Policia Judiciaria. Pour les familles, cette période fut une épreuve suspendue, un deuil jamais achevé. Mais le temps, parfois, révèle ce que les enquêtes les plus acharnées n'ont pu déterrer. Et en 2018, ce silence allait être brisé, de la manière la plus inattendue qui soit. L'été 2018 avait été d'une sécheresse exceptionnelle au Portugal. Les niveaux d'eau des réservoirs et des lacs avaient atteint des profondeurs rarement observées, redessinant les paysages et exposant des terres jadis submergées. C'est dans ce contexte climatique particulier qu'un homme, Gonçalo Ferreira, pilote de drone professionnel, effectuait un vol de routine. Sa mission consistait à cartographier et à surveiller une ancienne carrière désaffectée, située à moins d'une demi-heure de l'aéroport de Lisbonne ironiquement, non loin de l'hôtel Miradouro. Cette carrière, connue localement sous le nom de Pedreira do Lume, n'était plus exploitée depuis des décennies et avait, au fil des ans, été transformée en un vaste dépôt clandestin d'ordures et de matériaux de construction. Une cicatrice négligée dans le paysage, oubliée de tous, à l'exception de ceux qui y déchargeaient illégalement leurs déchets. Le drone de Gonçalo, un G-Phantom 4 Pro équipé d'une caméra haute résolution, planait silencieusement au-dessus de cette étendue désolée. Le vent léger soulevait des tourbillons de poussière et de débris. Au-dessus d'un point particulier, une zone auparavant recouverte par les eaux peu profondes de la carrière est désormais desséchée. Gonçalo remarqua quelque chose d'inhabituel sur son écran de contrôle. L'herbe et les broussailles, habituellement denses et luxuriantes, étaient ici roussies par le soleil et clairsemées, révélant la terre nue et des roches. Mais ce n'était pas la sécheresse qui attira son attention. En zoomant, la caméra du drone capta des images déconcertantes. Au milieu des détritus et de la terre craquelée, des formes blanchâtres se dessinaient. Des os, clairs et nets, exposés à l'air libre. Un frisson parcourut l'échine de Gonçalo. Il fit descendre son appareil, précisant le cadre. Ce n'étaient pas des ossements d'animaux. Parmi les fragments éparpillés, il distingua une partie de crâne humain, d'une couleur d'ivoire altérée par le temps. Et à proximité, incrustés dans la terre séchée, des fragments de tissu. La couleur était indubitable, un bleu marine foncé, un reste de vêtements qui semblait avoir résisté aux intempéries. L'image, bien que prise à distance, ne laissait aucune place au doute, la scène était humaine. Sans hésitation, Gonçalo Ferreira alerta la Policia Judiciaria. Les premiers agents arrivèrent sur place avec une certaine circonspection. Des signalements de restes humains dans des zones isolées n'étaient pas rares, souvent liés à des découvertes d'ossements animaux ou de canulars. Mais la précision du pilote et la clarté des images du drone imposaient une inspection sérieuse.
Une fois sur le terrain, la police balisa la zone. La vue des ossements confirma la gravité de la découverte. L'équipe scientifique et des experts médico-légaux furent dépêchés. Les premières excavations, menées avec une minutie extrême, commencèrent sous un soleil implacable. La terre dure et desséchée, mêlée à des débris industriels et des gravats, rendait le travail ardu. Mais les efforts furent récompensés par une découverte d'une ampleur inattendue. Sous une fine couche de terre et de broussailles, les enquêteurs mirent au jour un fossoyau improvisé. Ce n'était pas une tombe soigneusement creusée, mais plutôt une fosse hâtive, dissimulée à la va-vite. À l'intérieur de cette fosse, 3 squelettes gisaient côte à côte. La disposition des corps, la manière dont ils avaient été jetés là, suggéraient une exécution sommaire et une dissimulation rapide. L'horreur de la scène était palpable, même pour des professionnels habitués aux pires découvertes. Au milieu des restes osseux, les enquêteurs trouvèrent des objets personnels, intacts malgré 2 décennies d'enfouissement. Ces objets allaient apporter les premières réponses concrètes. Un anneau, d'une simplicité discrète, fut retrouvé près d'une main osseuse. À quelques centimètres, un petit cadran de montre féminin, oxydé mais reconnaissable. Et, découverte la plus émouvante et la plus significative, un collier délicat auquel était accroché un médaillon. Ouvrant avec précaution le reliquaire, les enquêteurs y trouvèrent une photo, jaunie mais préservée, de 2 visages, les parents d'Élodie. La confirmation fut rapide et déchirante. Les comparaisons dentaires et les analyses ADN ultérieures ne laissèrent aucune place au doute. Les restes appartenaient à Claire Dubois, Sophie Morel et Élodie Martin. Les fragments de tissu bleu marine identifiés par le drone étaient bien des lambeaux de leurs uniformes d'hôtesse de l'air. 20 ans après leur disparition, le mystère était enfin résolu. Le cauchemar qui avait hanté les familles et la mémoire collective portugaise et française venait de refaire surface, dans un lieu oublié, révélé par le regard impassible d'une technologie nouvelle. La carrière désaffectée, ce cimetière improvisé, avait gardé leur secret pendant 2 décennies. La découverte mettait fin à l'incertitude insupportable des familles, mais rouvrait la plaie du crime, exigeant désormais non seulement la vérité sur leur sort, mais aussi la justice pour ce qui leur était arrivé. Lisbonne, qui avait gardé son silence, devait maintenant révéler ses secrets. La découverte des corps de Claire, Sophie et Élodie dans la Pedreira do Lume, en octobre 2018, a relancé l'enquête avec une intensité renouvelée, 20 ans après leur disparition. Pour la Policia Judiciaria, ce n'était plus une affaire de personnes disparues, mais une enquête pour homicide. Les équipes médico-légales et les techniciens en scène de crime ont travaillé sans relâche sur le site, transformant l'ancienne carrière en un immense laboratoire à ciel ouvert. L'analyse forensique du lieu d'enfouissement s'est avérée cruciale pour éclaircir les circonstances de leur mort. Au milieu des restes osseux et des fragments de vêtements, les enquêteurs ont fait des découvertes macabres mais essentielles, des débris de lacets plastiques, de fines cordes synthétiques et des menottes métalliques, rouillées par le temps et l'humidité, mais clairement identifiables. Ces éléments, retrouvés aux abords et parfois même incrustés dans la terre autour des squelettes, confirmaient la nature violente de leur enlèvement et de leur assassinat. Les jeunes femmes n'avaient pas seulement été tuées, elles avaient été ligotées, une preuve irréfutable de la préméditation et de la brutalité de leurs agresseurs. La méthode d'enfouissement rapide et sommaire, en dehors de toute procédure respectueuse, renforçait l'idée d'une opération menée dans l'urgence pour masquer le crime. Parallèlement à l'expertise des ossements et des objets, les enquêteurs ont opéré un travail méticuleux de recoupement d'informations avec les archives de l'enquête initiale de 1998. La première révélation majeure concernait la Pedreira do Lume elle-même. Les registres des services d'urbanisme et des inspections environnementales de l'époque ont montré qu'en 1998, cette carrière désaffectée était couramment utilisée comme un dépôt clandestin de gravats et de déchets industriels par diverses entreprises. Plus significatif encore, une de ces entreprises, une société de logistique locale, opérait ses entrepôts dans la même zone industrielle que l'hôtel Miradouro. La connexion géographique, longtemps ignorée ou jugée sans pertinence, prenait désormais une toute autre dimension. C'est en explorant les dossiers de cette entreprise de logistique que la figure de Jean Carvalho a commencé à émerger des ombres du passé. Âgé de 32 ans en 1998, Carvalho était un employé de nuit, affecté à la sécurité du pôle logistique. Son nom figurait déjà dans les rapports préliminaires de l'enquête de 1998, bien que de manière périphérique. À l'époque, des collègues et des habitants du quartier avaient rapporté qu'il avait la fâcheuse habitude de rôder près des hôtels du secteur, offrant parfois son aide aux équipages en transit, des propositions de transport, des informations sur la ville, des services de dépannage. Son comportement avait été jugé étrange mais non incriminant à l'époque,
et la piste n'avait pas été approfondie. Mais les faits post-disparition racontaient une autre histoire. Peu après le 25 octobre 1998, Jean Carvalho avait subitement démissionné de son poste. Sans préavis, sans explication claire, il avait coupé les ponts avec son employeur et ses collègues. Quelques semaines plus tard, il avait quitté le Portugal pour l'Espagne, refaisant sa vie dans une autre région. Cette fuite précipitée, passée inaperçue dans le chaos initial de l'enquête, apparaissait désormais comme une manœuvre suspecte, la signature d'un coupable cherchant à échapper aux mailles du filet. Le destin, cependant, avait déjà clos le chapitre de Jean Carvalho. Les vérifications dans les registres d'état civil espagnols ont révélé qu'il était décédé en 2007, 9 ans après le crime, dans un accident de la route. Cette révélation, bien que confirmant son rôle probable, signifiait qu'il ne pourrait jamais être confronté à la justice, s'étant dérobé à sa responsabilité par la mort. Fort de ces nouvelles informations, les enquêteurs purent reconstituer le déroulement probable du crime avec une clarté glaçante. Dans la nuit du 24 au 25 octobre 1998, après avoir été filmés pour la dernière fois dans le hall à 23h30, Claire, Sophie et Élodie auraient été abordées à la sortie latérale de l'hôtel, une issue moins fréquentée et moins visible que l'entrée principale. Jean Carvalho, familier de cette zone industrielle et de ses hôtels, aurait utilisé un prétexte crédible, peut-être un appel urgent de leur compagnie exigeant leur présence immédiate, ou l'offre d'une course vers le centre-ville pour profiter de la vie nocturne, un piège habile tendu à de jeunes femmes en quête de divertissement ou de professionnalisme. Une fois dans le fourgon blanc suspect, dont le modèle correspondait au véhicule utilisé par la société de logistique de Carvalho, les 3 hôtesses auraient été maîtrisées et ligotées. Le véhicule aurait ensuite pris la direction de la Pedrera d'Olum, un lieu que Carvalho connaissait parfaitement grâce à son travail et où il savait qu'il pouvait opérer en toute discrétion. Là, dans l'obscurité et le silence de la carrière abandonnée, loin de tout regard, les jeunes femmes auraient été tuées. Leurs corps auraient été jetés hâtivement dans un fossoyau improvisé, puis recouverts de terre et de débris, dans l'espoir que ce lieu de décharge illégale engloutirait leurs secrets à jamais. Le terrain, avec ses eaux fluctuantes et sa végétation dense, avait effectivement englouti le crime pendant 2 longues décennies. En 2019, après une investigation exhaustive ayant permis de lier tous les éléments des traces médico-légales aux archives oubliées, le cas de Claire Dubois, Sophie Morel et Élodie Martin fut officiellement clos. Les familles, après 20 ans d'attente déchirante, purent enfin recevoir les restes de leur fille. Un enterrement digne fut organisé, offrant une forme de paix, même si l'absence de justice pour le coupable restait une amère consolation. La tragédie de Lisbonne est entrée dans l'histoire non seulement comme l'une des disparitions les plus sombres de l'aviation civile, mais aussi comme un rappel brutal des vulnérabilités des équipages en escale et des failles de sécurité de l'époque. Elle a mis en lumière comment des individus malveillants pouvaient exploiter des zones floues et des routines. Mais par-dessus tout, ce cas emblématique a souligné le rôle imprévu du progrès technologique. Ce n'est ni le temps, ni la police, ni même les aveux d'un coupable qui ont ramené la vérité à la surface. C'est l'œil impassible d'une caméra, portée par un drone moderne, qui a finalement vu ce que le monde avait ignoré pendant 20 ans, offrant, à l'ère numérique, la justice aux oubliés du passé. Le dossier se referme sur l'histoire de Claire, Sophie et Élodie. 20 années d'un silence assourdissant, d'une absence vertigineuse, furent brisées par le regard inattendu d'une machine. La carrière, témoin muet, a finalement révélé les corps, et avec eux, les traces d'une violence inouïe, ces liens, ces entraves rouillées qui racontaient l'horreur des derniers instants. Jean Carvalho, l'ombre furtive du passé, identifié comme l'auteur présumé de ce crime abject, avait échappé à la justice des hommes par le hasard macabre de sa propre fin. Les familles ont retrouvé un lieu pour se recueillir, une vérité si tardive fut-elle, offrant une clôture à leur deuil suspendu. Cette histoire nous rappelle que le temps, s'il peut enfouir les faits et les dissimuler aux yeux du monde, ne peut éteindre la quête de vérité. Parfois, c'est une conjonction inattendue de circonstances, le retrait des eaux, le vol d'un drone, qui démasque ce que l'obscurité et l'indifférence ont longtemps dissimulé. Une cruelle leçon sur la vulnérabilité humaine et la persistance des ténèbres aux lisières de nos quotidiens. Quelle est, selon vous, la réflexion la plus marquante que vous retirez de cette affaire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Pour explorer d'autres mystères que le temps a tenté d'effacer, n'hésitez pas à découvrir nos autres vidéos. Et si cette plongée dans les astérisques vestiges d'un mystère astérisque vous a tenu en haleine, un pouce bleu et un abonnement à notre chaîne nous aideraient grandement à continuer ce travail de mémoire.